Voilà, alors avant de laisser la parole aux organisateurs de cette conférence et à Madame Tartakovsky, professeure émérite d'histoire contemporaine, vous me permettrez de vous rappeler la soirée conférence du 11 mars, au cours de laquelle nous accueillerons le poète Jean-Pierre Siméon pour son dernier ouvrage qui s'appelle « Avenir au pluriel ». Alors il dit ceci de son travail: avenir, donc, un passage au pluriel pour dire une mutation radicale. Depuis que l'homme pense, il a pensé, vécu, rêvé, agi face à l'avenir, la perpétuelle continuation d'une ligne droite, une marche dans l'éternité. Il n'y a plus d'éternité. Nous avons compris que la Terre, l'humanité qui l'habite et le monde qu'elle a créé ont le destin de chacun d'entre nous. Ils sont voués à la disparition. Mais chacun peut ou non hâter sa disparition. Autrement dit, il y a toujours devant nous au moins deux avenirs, le renoncement ou le courage de l'impossible. Cette sorte de courage dont la poésie est l'essai et l'éloge. Voilà, cette conférence du 11 mars sera suivie à l'Expression libre le 14 mars d'une soirée à l'initiative du Théâtre populaire de Champagne et sera consacrée aussi à la poésie de Jean-Pierre Simon. Voilà, alors je laisse la parole aux organisateurs, c'est-à-dire Anna Zajac pour Bourse du Travail Mémoire Vivante et Michel Chocard pour le CEMOA. Voilà. Anna. Merci beaucoup. Merci déjà à Madame Tartakovsky d'avoir accepté notre invitation, l'invitation de nos deux associations en partenariat avec l'UPOP pour nous parler de ses travaux et de les bourses du travail. Comme elle dit, un chez soi, un chez nous, mais elle nous définira longuement sur ce sujet. Alors l'association Bourse du Travail Mémoire Vivante est née en 2006. 1906, elle devient Bourse du Travail dans un lieu qui a été construit en 1887, qui était une halle au tissu, aux marchandises, qui petit à petit a perdu de son intérêt. Et donc, la ville a proposé en 1906 d'y intégrer la CGT à l'époque et d'autres associations. Donc 2006, 100 ans après, François Baroin, maire de Troyes, décide de la fermer sous prétexte de sécurité. Bon, c'était un petit peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc il a évacué toutes les associations et la CGT qui étaient à l'intérieur de ce bâtiment, qui méritait quand même de gros travaux. Et il faut le rappeler, au rez-de-chaussée, il y avait les associations et le syndicat, il y a eu imprimerie, il y a eu librairie, et au premier étage, c'était la salle des fêtes qui a connu du théâtre, de la boxe, des fêtes de Noël italien, polonais, du théâtre, enfin plein de choses. Donc une vie riche, des balles, les balles populaires, oui, tout ça. Donc quand ça a fermé, on a décidé de créer cette association parce qu'on a essayé de mobiliser pour que cet endroit reste Bourse du Travail. Ça n'a pas été simple. Le maire ayant refusé tout travail en groupe avec des urbanistes, architectes, historiens, pour travailler sur le devenir de cette bourse. Donc bon, voilà, on a agi longuement. La bourse reste Bourse du Travail, ce qui n'était pas gagné d'avance. À l'intérieur, nous avons gagné aussi le fait qu'il y ait une fresque payée par la ville, puisque la bourse appartient quand même à la ville. Hein. C'est comme ça. L'association sort 3 revues par an. On en est au numéro 51. Donc voilà, vous en trouverez quelques exemples sur la table là-bas. Et c'est pour ça que c'est important de parler de la bourse, de ce que c'est devenu aujourd'hui pour nous. C'est une catastrophe, mais ceci dit, c'est quelle vie a été, quelle vie sociale, culturelle, sportive. Voilà, c'est tout ce que je dirais pour l'instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir.
Le collectif du mouvement ouvrier au bois, 6 mois, a été fondé le 22 février 2021. Son président Pierre Mathieu, actuellement à l'étranger, s'excuse de ne pas être parmi nous aujourd'hui. Le collectif d'études a comme objectif la valorisation de la mémoire du mouvement ouvrier au bois, son étude dans toutes ses composantes, coopératives, associatives, syndicales et politiques. La sauvegarde, la valorisation, l'étude de la presse du mouvement ouvrier au bois. La tenue d'initiatives culturelles, gratuites, ouvertes à toutes et à tous, visant à faire connaître au plus large public l'objet de ces travaux. L'élaboration de contenus, écrits, sonores, visuels, destinés à être publiés. Notre association peut se prévaloir déjà d'un riche bilan d'activité. La numérisation complète du journal La Dépêche de l'Aube, à compter de l'année 1920, soit plus de 10 000 numéros, est en cours de finalisation par la Bibliothèque nationale de France, ainsi que le journal La Défense des travailleurs de l'Aube, de 1901 à 1914. Actuellement, plusieurs années complètes de ces deux journaux peuvent être consultées sur le site Gallica BNF. Une des activités permanentes, la collecte d'archives auprès d'organisations et de particuliers, commence à porter ses fruits. Ce travail demande une grande présence de bénévoles pour classer, scanner, répertorier. Mais il est indispensable, car l'histoire ne peut s'écrire sans s'appuyer sur des documents authentiques, incontestables. Nous appelons tous les détenteurs de documents, de photographies et d'objets concernant les organisations mutualistes, coopératives, syndicales et politiques sur les luttes, les fêtes, les rassemblements, de prendre contact avec l'association. Ces archives collectées ont vocation à être déposées aux archives départementales ou dans d'autres établissements publics de conservation. C'est une garantie de leur pérennité. Dans notre démarche d'éducation populaire est développée la tenue de conférences gratuites. En 2024, se sont tenues 4 conférences. La dernière, le 16 novembre, dans la salle Combe de la médiathèque, était sur le thème des caricatures politiques dans le journal La Dépêche de l'Aube, animé par Gérard Lebert. Une revue paraît chaque trimestre. Le numéro 10 est sorti fin décembre. L'association s'est dotée d'un comité scientifique, avec à sa présidence l'historien du mouvement ouvrier Serge Volikov. Son but est de donner un avis sur les initiatives prises par l'association, notamment sur ses recherches. Ce comité est composé d'historiens et de chercheurs locaux et nationaux. Ajoutons que l'association est adhérente au collectif des centres de documentation en histoire ouvrière et sociale, le CODOS. L'association, en 2024, a créé sa propre maison d'édition. Elle a souhaité mettre à disposition mes recherches sur les origines de la constitution des organisations ouvrières et la concrétisation de la République dans le département de l'Aube. Pour ceux qui le souhaitent, cet ouvrage est disponible aujourd'hui. Alors, ça marche ce truc-là, là, vous m'entendez avec ça? Formidable. Bon, bonsoir à toutes et tous et merci de cette invitation. Une remarque préliminaire, il va de soi, et vous venez de l'entendre, que tous autant que vous êtes ici, vous connaissez beaucoup mieux que moi l'histoire de la bourse de Troyes et l'histoire des bourses de l'Aube. Donc, ça n'est pas de ça dont je veux vous parler. Les histoires des bourses, elles sont municipales par définition. Ce que je voudrais faire et ce que j'ai voulu faire dans mon bouquin, c'est de réinsérer ces histoires qui sont toutes des histoires municipales par essence dans une chronologie nationale pour voir comment une série de problèmes qui paraissent se poser à l'échelle locale et qui se posent à l'échelle locale s'inscrivent dans des tendances beaucoup plus lourdes à une échelle nationale. Bon, je rappellerai rapidement que les bourses du travail naissent d'une double origine qui renvoie respectivement à un édifice et à un type d'organisation ouvrière.
Un édifice d'abord, par la volonté des, ou plutôt de radicaux, dès les premières années d'existence de la Troisième République, à Paris en 1875, le conseil municipal dénonce la situation qui est faite aux ouvriers, notamment aux ouvriers terrassiers, ouvriers du bâtiment, qui doivent attendre sur la place publique l'embauche et négocier sur la place publique leur salaire, on ne dit pas leur salaire, leur rémunération. Ça se faisait d'abord sur la place de Grève, c'est le mot de grève, notre mot de grève tire son origine de la grève qui bordait la Seine et auprès de laquelle les ouvriers attendaient. Alors ils attendent sous la pluie, c'est pas beau à voir, disent les élus. Et puis il y a aussi la volonté de la part des élus de lutter contre les bureaux de placement privés qui sont quand même des officines, j'allais dire, pas très catholiques. Et plus globalement, ça participe de la part de ces radicaux émergents en tant que parti, de la volonté de créer des lieux de collaboration, j'emploie délibérément ce terme, collaboration possible, collaboration concrète entre le monde du travail et la République. Léon Jouot dira en 1937 il faut réconcilier la République et le travail. Bon, je dirais que là, il s'agit de concilier la République et le travail. Quelques 17 ans après, 15 ans après la Commune de Paris, il y a beaucoup à faire. Bon, alors cette aspiration à trouver une solution à cette situation et à trouver des formes de collaboration entre la République et le travail va s'accélérer à Paris et ailleurs à la suite de 3 événements. La loi de 1884 qui légalise les syndicats. C'est quelques mois après l'adoption de la loi de 1884 que le président du conseil municipal de Paris, pardonnez-moi, mais la France étant ce qu'elle est, vous allez voir que Paris fait école, donc c'est là que ça commence. Je m'en excuse une fois pour toutes. Donc Gustave Mesureur, qui est ce président du conseil municipal, déclare qu'il s'agit de faire, je cite, une œuvre de pacification sociale qui mettra fin à une agitation sociale qui ne peut que s'aggraver. On est en pleine crise économique, la crise de 1883, avec pas mal d'agitation, notamment chez les terrassiers, donc qui ne peut que s'aggraver et compromettre la République, tout en restant, ajoute-t-il, sur le terrain de la liberté de contrat. Alors, il faut aller vite, dit Gustave Mesureur. Comme il faut aller vite, on trouve d'abord une solution provisoire et on loge les chambres syndicales réémergentes. Il y a réémergentes après la répression postcommunarde dans la France comme ailleurs d'ailleurs, dans des locaux qui abritaient de grands rassemblements, des meetings, enfin, c'est pas fait exprès, mais il se trouve que c'est juste en face de la Bourse du Commerce. Et donc cette espèce de miroir des mots, Bourse du Travail qui indéniablement renvoie en miroir à Bourse du Commerce, se trouve à Paris dans une première étape donnée comme provisoire, juste en face, c'est aujourd'hui des bâtiments détruits, de la Bourse du Commerce. Et on s'engage tout aussitôt, des crédits sont votés par le Conseil municipal de Paris dans la construction d'un bâtiment ad hoc qui sera inauguré en 1892, bâtiment qui se situe à la frontière de la place de la République, donc dans les quartiers de l'Est parisien, qui sont des quartiers plus ouvriers, qui est un bâtiment municipal. Vous disiez tout à l'heure, la bourse appartient à la municipalité. Oui, nous allons voir, les bourses appartiennent aux municipalités. Ce bâtiment, qui a une certaine tenue, porte à son fronton 3 allégories féminines qui représentent le travail, la République française, la paix. C'est à la fois la paix, on est en 1890, on est après 70, c'est aussi la paix sociale, la paix par et dans le travail. Et puis, au premier étage, au-dessus de grandes fenêtres, le nom de tous les grands métiers d'art, de tous les grands ouvriers en tant qu'ils faisaient une œuvre, au sens que le XVIIe ou le XVIIIe siècle donnait
à l'ouvrage, au bel ouvrage, Étienne, Boulle, enfin tous ceux qui ont donné naissance à des écoles en matière de métier. À l'intérieur de la salle, le blason des corporations. Et là encore, on est dans le sens, c'est le métier, hein, c'est le métier, c'est pas l'industrie. Et puis, sous l'horloge, le blason de la ville de Paris, ou sur l'horloge, au-dessus de l'horloge, pardon, le blason de la ville de Paris, blason qu'on va retrouver dans un grand nombre de bourses du travail construites, je vais y revenir. Deuxième événement, donc le premier événement, c'était la loi 84 et ses suites. Deuxième événement, mais chronologiquement, il se superpose au premier. En 1889, alors, dès l'annonce de la Bourse du Travail de Paris engagée, de premières municipalités se sont engagées dans cette voie. Et donc, la Bourse provisoire de Paris a été presque tout de suite suivie par des bourses dévolues aux organisations syndicales. Nîmes, Marseille, Saint-Étienne, c'est les trois premières après Paris, avec à Saint-Étienne une construction, là encore, assez prestigieuse qui ressemble, d'un point de vue architectural, assez à celle de Paris. Mais je disais 1889, c'est la date du centenaire de la Révolution française, mais c'est aussi la date de l'exposition universelle qui est destinée à marquer sous une autre forme ce centenaire. Et les expositions universelles, qu'elles soient à Londres ou à Paris, sont toujours l'occasion de grands congrès, de grands rassemblements professionnels, enfin de médecins, de savants, de syndicats. Je rappelle que c'est à l'occasion de cette exposition universelle que les organisations socialistes réémergentes réunies à Paris décident d'inventer, pour reprendre le terme de le 1er mai, mais ce n'est pas mon sujet de ce soir, la bourse de Paris, donc on est encore dans la bourse provisoire, hein, je vous ai dit que mes chronologistes se superposaient, invite évidemment toutes ces chambres syndicales de province qui sont venues à Paris et qui sont souvent venues en étant financées par des maires radicaux. Hein, on est toujours dans cette volonté d'une collaboration à construire. Donc c'est des délégations syndicales financées par des maires radicaux qui arrivent à Paris et ils sont évidemment invités par les Parisiens, par les syndicats parisiens, à visiter la bourse qui n'est que provisoire. Et quand ils rentrent dans leur ville, ils font des comptes rendus, ils ont été financés par la mairie, donc ils font des comptes rendus, et dans les comptes rendus, ils se réclament de l'exemple parisien pour demander à leur tour des bourses du travail. Donc Paris fait école indéniablement, et de la part des maires comme de la part des syndicats, il y a une attention fine à la nature, au règlement, enfin ce qui se passe à Paris pour donner ça en exemple et aller de l'avant. Et puis le troisième événement, c'est le congrès fondateur d'une organisation qui s'appelle la Fédération des bourses du travail, ce qui me mène à ma deuxième origine, en 1892. Donc ces trois événements vont amplifier l'attention et les constructions. Alors, cette deuxième origine, eh ben, elle naît dans le mouvement, je préfère dire ouvrier que syndical, enfin ce mouvement réémergent. C'est évidemment c'est les projets de Fernand Pelloutier, qui appartient à la mouvance libertaire proudhonienne et qui se réclame de bourses du travail, qui sont pour lui un projet beaucoup plus vaste et beaucoup plus militant que ce dont je viens de parler. Elles se veulent un projet global d'éducation et de culture populaire. Je renvoie aux exemples que vous avez tout à l'heure d'ailleurs. Un lieu de militantisme, un lieu de vie politique et sociale, incluant le développement de la conscience politique au sens large du terme politique, bien sûr. J'ai dit que c'était un libertaire. Et impliquant la formation de professionnels. Je rappelle que la France, que l'école Ferry, hein, qui est contemporaine de ce que j'explique, est une école qui va totalement négliger l'enseignement technique et la formation professionnelle, à la différence de l'Allemagne. Donc il y a un manque. Et Fernand Pelloutier, comme d'ailleurs les municipalités, vont considérer que les bourses peuvent être le lieu de réponse à ce manque que les pouvoirs publics
auxquelles les pouvoirs publics ne rendent pas compte. Donc, moins une théorie, émancipation certes, mais beaucoup moins une théorie que des réalisations pragmatiques permettant en pratique, je dirais, l'émancipation des travailleurs. Alors, ces organisations ainsi conçues par Pelloutier à l'échelle locale se fédèrent en 1892, je l'ai dit, et 3 ans plus tard, cette fédération des bourses du travail va fusionner avec les fédérations d'industrie pour donner naissance 95 à la CGT, mais ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Et au moment de ce congrès fondateur, il y a 13 villes donc, qui ont des bourses Pelloutier dit le besoin de coordination des efforts et de la solidarité incarne l'esprit des bourses. Esprit des bourses, ça ne veut pas forcément dire un bâti, hein, dans l'esprit de Pelloutier, mais évidemment le bâti est nécessaire si l'on veut mener à bien ces différentes tâches. Alors 3 remarques. Premièrement, vous voyez, le terme de bourse du travail désigne durablement un édifice municipal à vocation syndicale ou une union syndicale d'assises locales dotée d'un édifice. La réforme des statuts de la CGT en 1913 qui substitue les unions départementales et les unions locales aux bourses du travail du point de vue de ces structures devrait être un facteur de clarification dans l'usage des termes, mais en pratique et durablement, il y a une très grande porosité entre ces termes. J'étais à Arles la semaine dernière pour des raisons similaires et les camarades de la bourse, ils l'ont pas encore tout à fait perdu, là, ils sont en train de se battre pour la sauver, disaient que leur avocat leur disait « mais quand je parle avec vous, je sais jamais si je suis en train de parler à la Bourse du Travail ou si je suis en train de parler à l'UDCGT ». Et la réponse n'est pas simple. Bon. Alors, deuxième remarque, ce n'est pas une obligation juridique. Et durablement, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, et sans doute jusqu'à demain, après-demain je ne sais pas, ça n'est pas une obligation juridique. L'existence ou la non-existence d'un bâtiment, bourse du travail, dévolu au syndicat, dépend, dit alors Pelloutier, du sentiment de la municipalité. Bon, nous on dirait ça autrement, mais enfin c'est une jolie formule. Troisième remarque, je suis toujours avant 14, même si de temps en temps je m'en... c'est un phénomène minoritaire et qui reste minoritaire jusqu'à la guerre et au-delà. En 1910, quand les statuts de la CGT donc, substituent les unions départementales et locales aux bourses du travail, il y a 143 bourses du travail qui sont... Il y a 143 édifices, bourses du travail, abritant des syndicats. Bon, je rappelle qu'il y a 39 000 quelques communes, elles ne sont pas toutes industrielles. Maurice Moissonnier avait cartographié en montrant qu'elle se concentre majoritairement, pas exclusivement, et vous faites partie des exceptions, mais elle se concentre majoritairement au sud d'une ligne Alençon, Lyon, Nice, c'est-à-dire une France où les métiers traditionnels de l'artisanat continuent à peser d'un certain poids. Maurice Moissonnier dit que c'est à peu près la carte des chemins des compagnons du Tour de France et pour une part, ces premières bourses, elles remplissent d'une certaine manière les mêmes fonctions que les auberges des compagnons du Tour de France. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien ailleurs, mais ça veut dire que cette réponse à un besoin syndical rivalise avec d'autres types de réponses à de mêmes besoins. Ces autres réponses, ça peut être en zone mono-industrielle et notamment dans les mines, des maisons de mineurs, des maisons construites par les syndicats des mineurs qui veulent, c'est un corps de métier évidemment puissant avec des syndicats puissants et qui très tôt éprouvent le besoin de réagir aux réalisations paternalistes du patronat des mines. Et donc à Lens par exemple ou à Carmaux, on a des maisons de mineurs qui ne s'appellent pas Bourse du Travail, mais parce que c'est un seul syndicat, hein, ce n'est pas la dimension interprofessionnelle qui vaut par essence pour les bourses. Et puis, dans certaines zones, et notamment dans le nord de la France, on a le poids de la culture social-démocrate d'Europe du Nord,
avec le trépied ou la trilogie, comme on fait le trépied syndicat, coopérative, parti socialiste. Donc le Parti socialiste se dotant de coopératives qui lui-même construit ce qu'on appelle la Maison du Peuple, c'est le modèle belge, et qu'on retrouve notamment dans le Nord et dans le Pas-de-Calais, qu'on trouve aussi dans le Jura. Puis alors on a des exceptions à Nancy où un mécène construit une superbe maison Art Nouveau à destination de l'université populaire. On est juste après l'affaire Dreyfus. Et puis, chemin faisant, et ces universités populaires post-dreyfusardes perdant un petit peu de leurs finalités initiales, il l'ouvre au syndicat et finalement sa veuve en fera don en toute propriété à la CGT. Donc ça ne s'appelle pas Bourse du Travail, ça s'appelle Maison du Peuple. Donc vous voyez, il y a d'autres réponses, ce qui peut expliquer que les chiffres... Enfin, bon, quoi qu'il en soit, ça reste des phénomènes minoritaires. Deuxième point dans mon exposé, je crois qu'il y en a 5 en tout, mais enfin, peut-être qu'il y en aura un sixième, des fois. Je crois qu'il y en a 5 en tout. Bon, je le disais, ces propriétés sont par essence des propriétés communales ou départementales. J'ai essayé de répertorier, merci Wikipédia, quelle était l'appartenance des maires au moment où la première bourse du travail apparaît dans les villes où il y a une bourse du travail. J'en ai repéré que 63 parce que d'abord Wikipédia me donne toujours les noms mais pas toujours les appartenances et me les donne d'autant moins qu'on est dans les années 80, on est avant l'émergence des grands partis, enfin des partis tout court, donc il y a des maires sans étiquette. Donc avec ce que j'ai, c'est-à-dire 63 villes pour lesquelles j'ai pu croiser la date d'émergence de la bourse et l'appartenance politique à énoncée du maire, venait en tête, c'est pas étonnant, radicaux-socialistes, ça découle de ce que je vous ai dit tout à l'heure, suivi par des maires dits républicains, mais républicains dans les années 80-90, ça peut renvoyer à quantité de... C'est pas un parti, hein, c'est une étiquette qui se... Et puis venaient en troisième position les socialistes, enfin 13 municipalités socialistes. Alors ces propriétés communales, donc qui sont allouées aux syndicats, ça se double partout de subventions qui permettent de faire vivre la bourse. Alors, dans ces édifices, il y a deux cas de figure. Il y a les municipalités, j'ai parlé de Paris, j'ai parlé de Saint-Étienne, qui construisent des constructions ad hoc. C'est le cas de Sète, c'est le cas de Castres, c'est le cas de Rouen. Je suis avant le tournant du siècle, hein. Avec à chaque fois à ce moment-là le blason de la ville. Hein. On est bien dans des bâtiments se donnant comme des bâtiments municipaux. Mais le plus souvent, c'est-à-dire dans plus de 50 cas que j'ai pu répertorier avec évidence, soit parce qu'il y avait des photos, des cartes postales ou des descriptions, des réemplois, ce que j'appelle des réemplois. Alors, des réemplois viennent en tête avant la guerre, hein, avant la guerre de 14. D'anciens édifices religieux qui ont été vendus comme biens nationaux avec la Révolution française, qui ont eu des quantités d'usages multiples et diverses, et puis qui souvent ont été récupérés par les mairies, souvent très beaux, mais souvent en très piteux état, les deux à la fois. Hein. C'est le cas à Agen, c'est le cas à Arles, c'est le cas dans des quantités de villes. Enfin, des quantités, j'en ai trouvé 15, avant 14. Suivi, et là, vous allez vous trouver à votre place d'anciennes halles, j'en ai trouvé une douzaine, suivi d'anciens palais, des palais du XVIIe siècle, voire du XVIe siècle à Châtellerault, ayant abrité précédemment des services administratifs. Alors, bon, je vois des yeux qui s'écarquillent, effectivement, et vous allez voir que ça a des contre-coups. Quand on les alloue aux syndicats, un, c'est pas adapté, deux, ils sont dans un état déplorable. Hein. Donc, c'est pas, si je veux dire, c'est pas un cadeau, mais c'est un cadeau quand même. Mais évidemment, ça aura des contreparties, j'y reviendrai. Souvent, dans ces bâtiments un peu brinque-ballant, ils succèdent à de premières écoles, les premières écoles Ferry. On a mis en place l'école avant de construire les écoles, souvent. Hein, donc, on a mis les gosses là où on pouvait. Donc, souvent, on construit l'école, ça dégage un peu de place et on y installe
les syndicats. Viennent en 4e position des bâtiments industriels et commerciaux désaffectés, par exemple à Albi, où on l'installe dans des bains publics désaffectés. Et puis alors, au fil des pages Wikipédia ou des cartes postales, l'ancienne mairie de Groslay, l'ancienne prison d'Annecy, l'ancien théâtre de Lyon, l'ancienne salle d'escrime du Havre, beaucoup d'anciens cafés, avec de la part des syndicats, quand ils réclament d'autres bâtiments. Quand c'est d'anciens cafés, ce n'est pas un problème, mais pas de café, parce que cette lutte pour les bourses se double d'une lutte extrêmement permanente du mouvement syndical contre l'alcoolisme. Et ces deux combats qui sont vraiment intriqués jusqu'au tournant du siècle. Enfin, quand c'est d'anciens cafés, ils sont anciens, donc il n'y a pas de problème. J'ajoute, là je vous fais un tableau, mais ces bourses, compte tenu de la nature des locaux, sont affectées de nomadisme. Je veux dire, on les déplace au gré des... Donc, Châtellerault, hôtel du XVIe siècle, la bourse est toujours dans son hôtel du XVIe siècle à Châtellerault. Il y a très peu de bourses qui sont encore dans leurs locaux constitutifs. Mais le nomadisme est la règle. J'ai cru comprendre qu'entre votre bourse et puis la nouvelle bourse, il y avait eu un peu de nomadisme pour passer de l'une à l'autre. Bon. Alors, il découle de ce que je viens de vous dire que les bourses du travail, l'irruption d'une bourse du travail dans le paysage d'une ville ne marque pas l'espace urbain de la même manière que des mairies ou des écoles. On a pu parler du temps des mairies, du temps des écoles. Je veux dire, il y a une architecture des mairies et des écoles, une architecture Troisième République qui donne corps, qui reconfigure l'espace urbain. Les bourses, il y a un peu de tout compte tenu de ce que je suis en train de vous dire. Et comme ces bâtiments sont municipaux, même lorsque c'est des constructions ad hoc, il ne faut pas y chercher de marquage symbolique syndical. Donc il y a un marquage éventuellement municipal quand c'est des bâtiments construits, je parlais des blasons, voire le symbole de certains métiers. Si les syndicats veulent marquer leur présence et leur valeur de manière symbolique, veulent l'inscrire dans l'espace, leur présence et leur valeur, c'est évidemment à l'intérieur des bâtiments qu'ils peuvent le faire et non pas à l'extérieur, parce que là, ils sont à peu près chez eux. Mais ils sont à peu près chez eux seulement. Alors, c'est plutôt dans des formes, je dirais, mobiles qu'ils vont le marquer. J'avance un tout petit peu dans le temps, puisque au sortir de la guerre, d'abord avant-guerre, il y a eu des salles ont été baptisées. Alors on a notamment, c'est Ferrer, Francisco Ferrer, le pédagogue libertaire catalan assassiné par le gouvernement franquiste avec une grande protestation internationale. Il y a des salles Ferrer dans les premières bourses du travail, notamment à Paris. Et puis au sortir de la guerre, beaucoup de bourses vont se doter, après qu'il y a eu un concours à Paris d'ailleurs, auprès des sculpteurs, de bustes de Jaurès. Donc c'est très curieux parce qu'il y a les bustes de Jaurès, il y a quelques salles Pelloutier, mais c'est finalement la Pelloutier a moins marqué structurellement les bourses que Jaurès, alors que Jaurès n'est pas... l'histoire des bourses n'appartient pas à Jaurès, même s'il en a inauguré une ou deux. Et puis alors, je constate, et c'est le cas pour Troyes évidemment, j'ai constaté, là encore, que il y a... J'ai trouvé 7 bourses aux Maisons du Peuple qui se trouvaient dans des rues, aujourd'hui, dans des rues ou places Pelloutier, avec à Albi une plaque à la mémoire de Pelloutier, pour une trentaine de rues, places, avenues Jean Jaurès. Évidemment, il faudrait, là, c'est un travail pointu, il faudrait voir si on les a appelés Jean Jaurès parce que la bourse était là, ou si on a mis la bourse. Enfin, il y a l'articulation ou la chronologie des baptêmes serait à travailler de près. Mais en tout cas, il y a une forte présence, je dirais, jaurétienne par les rues, ça c'est la municipalité, ou par les bustes. Il découle de tout ça, et j'en ai fini avec cette deuxième partie, il découle de tout ça que mes bourses, qu'elles soient construites ou qu'elles soient récupérées, occupent une centralité. La nature des bâtiments dont je vous ai parlé font que pour la plupart, elles sont en centre-ville. Alors c'est un centre qui peut être un peu décentré,
s'agissant de la vôtre. Bon, enfin, c'est quand même c'est sur une place, c'est au centre d'une grande place. Et c'est important parce que la construction de ces bourses dessine et dessine durablement, jusqu'à aujourd'hui, un espace politique. Les manifestations partent de la bourse et se rendent à la bourse. Les bourses organisent, avant 14, dans leur proximité, des soupes communistes, comme on les appelait à l'époque, dans le moment de grève. Et puis, elles sont ouvertes sur l'espace public. Donc, c'est un lieu qui dessine un espace politique qui marque durablement ces villes. Alors, c'est un atout, et on voit souvent quand des syndicats réclament une bourse aux maires, à des maires, ils disent oui, mais on veut que ce soit au centre, ou alors non, mais vous nous avez conféré ça, mais ça, on n'en veut pas parce que c'est absolument pas au centre, donc on peut pas les ouvriers ne peuvent pas y aller. Alors évidemment, cette centralité à Tours, revendiquée comme telle, ça sera la source de remise en cause contemporaine dont je vous parlerai dans ma dernière partie. Bon, il découle aussi, et j'en suis à ma troisième partie de tout ce que je viens de vous dire, que ces abris, et ces abris qui vont avoir pour fonction première, comme les radicaux le souhaitaient, le placement des travailleurs, donc se substituer au bureau de placement privé et prendre en main l'embauche, enfin bref, ce sont des abris fragiles. La Fédération des bourses du travail et les syndicalistes révolutionnaires, après 1995, se réclament, s'agissant des bourses, d'une indépendance absolue, je cite. Et par exemple, à chaque congrès ou conférence de la Fédération des bourses du travail, il y a toujours des voix minoritaires qui s'expriment en disant il faut qu'on demande la reconnaissance d'utilité publique. Le placement. Nous remplissons des missions d'utilité publique, ce qui est vrai. Hein. Voir la formation professionnelle, mission d'utilité publique. Si on a une reconnaissance d'utilité publique, ça veut dire qu'on a une subvention publique et ça veut dire qu'on est à l'abri de tout ce qui pourrait nous tomber dessus. La majorité, une forte majorité, à chaque fois récuse cette notion en disant que la reconnaissance d'utilité publique signifie l'emprise de l'État. Donc c'est emprise de la municipalité ou emprise de l'État, mais l'emprise de l'État c'est pire, c'est des anarcho-syndicalistes. Et face à ça, le ministère de l'Intérieur, s'agissant de Paris, prend les choses en main, 1896, on est 1 an après la création de la CGT, il y a une circulaire qui est mise en place à Paris, circulaire qu'on appelle la circulaire Dupuis, du nom du ministre de l'Intérieur, qui rappelle, alors c'est pour Paris, c'est une circulaire, c'est pas une loi, qui rappelle la fonction dévolue aux bourses, à savoir l'embauche, et non pas, dont je ne cite pas tout à fait, mais enfin je cite quand même, et non pas les discussions politiques, religieuses ou même économiques de manière générale. De manière générale, c'est une citation. Bon, c'est exactement le contenu de la loi de 1884 qui, dans les termes, interdit la montée en généralité et le débat sur d'autres problèmes que ceux de ce que nous appellerions l'entreprise aujourd'hui, c'est-à-dire en tout cas local, du syndical local. Et cette circulaire a beau être dévolue à Paris, le ministre de l'Intérieur fait savoir qu'en vertu de cette circulaire, les maires dans la France entière doivent maintenir l'ordre dans ces bourses du travail, que lorsque les maires ne remplissent pas cette fonction qui leur est dévolue, les préfets doivent exercer leur contrôle, et notamment s'agissant des subventions qui sont dévolues aux bourses, c'est de l'argent public. Et donc cette circulaire fait jurisprudence, et ça va être à l'origine de tensions. Alors, les tensions ne touchent pas toutes les bourses. Il y a des bourses qui vont vivre leur vie tranquillement jusqu'en 14, puis il y a des bourses qui vont aller de crise en crise. Enfin, ça dépend, comme il disait Pelloutier, de l'atmosphère municipale. Il y a 3 éléments qui sont des facteurs de tension. À Paris, la CGT, la Confédération, non pas les syndicats, mais la Confédération 95,
ils sont 8, hein, mais ils s'installent dans un bureau à la Bourse du Travail. La Bourse du Travail n'est pas faite pour ça, parce qu'il n'y a pas de montée en généralité. Donc, on les met à la porte de la Bourse, et ils sont les premiers à construire, de briques et de broc, à proximité, une maison des syndicats dans laquelle la Confédération se loge. C'est tout près de la Bourse. Ben ça, c'est très parisien. Je veux dire, c'est confédéral et donc parisien, la France est dans ce qu'elle est. Les grèves, des grèves souvent très longues. Hein. C'est pas à vous que je vais dire ça dans une ville comme Troyes. Des grèves souvent très longues et donc ou pour lesquelles les bourses, quand elles existent, sont des soutiens logistiques irremplaçables. Et ça peut passer par des fermetures de bourses, par des suppressions de subventions. 1908-1909, le développement de l'antimilitarisme, c'est-à-dire un passage à la politique et pas n'importe quelle politique, avec dans les bourses, dans certaines bourses, des presses qui permettent d'imprimer des journaux syndicaux qui sont des journaux hervéistes et antimilitaristes. Donc ça débouche. Je répète, c'est pas. J'ai essayé de compter, mais c'est très compliqué parce que j'ai travaillé ce que je pouvais. Hein. C'est un travail de fourmi si on veut mener ça. Enfin, c'est le travail que Michel a fait. Hein. Il est là, oui. Il faudrait qu'il y en ait un par. Il y a quelques bourses qui l'ont fait, mais on n'en a pas pour toutes les bourses. Et il faudrait vraiment ce travail de fourmi pour pouvoir aller plus loin. Ça ne touche pas toutes les. Ça touche moins de la moitié des bourses, me semble-t-il. Mais ça débouche, là où il y a conflit, sur des fermetures qui peuvent être temporaires, qui peuvent être définitives, sur des suppressions de subventions, soit par le maire, soit par le préfet. Et donc, de la part des syndicats, le clair sentiment qu'il faut chercher des alternatives. Donc certains disent l'alternative, c'est l'utilité publique, mais comme ça ne passe pas, il faut trouver des alternatives. Alors ces alternatives, eh bien, certains les voient un petit peu sur ce modèle parisien, c'est une baraque qui est construite dans un premier temps, construire des maisons du peuple. Alors, construire des maisons du peuple, mais pas sur le modèle de la coopérative de Lille, la coopérative socialiste de Lille qui construit la maison du peuple, des maisons du peuple qui seraient construites par les syndicats. Il y en a un certain nombre des projets sont élaborés et des chantiers s'amorcent en Bretagne. Donc on n'est pas dans le même héritage, je dirais, que l'héritage de la France du Nord. Alors il faut de l'argent, hein, évidemment, pour construire, même si il est prévu, et c'est ce qui se fera, que ces maisons soient construites bénévolement par les ouvriers du bâtiment, par les ouvriers terrassiers, par les tuileurs, enfin ça va être un travail bénévole. Malgré tout, il faut quand même de l'argent. Et par ailleurs, la guerre arrive, et donc ces chantiers, Paris mis à part, ne sont qu'amorcés quand la guerre éclate. Alors, quatrième point, comment est-ce que, après-guerre, s'opère un phénomène à la fois de croissance et de diversification des réponses? Bon, alors la guerre est facteur de destruction, par exemple la Lance, la maison des mineurs, rasée, mais il n'y a pas qu'à Lens. Hein. L'après-guerre voit advenir la scission entre la CGT et la CGTU, et ça, les maires, aussi proches soient-ils, ils étaient proches des organisations syndicales, ils n'avaient pas prévu des scissions, alors qu'est-ce qu'on fait ? Alors là, c'est pareil, j'ai pas tous les cas, mais enfin, j'ai quand même réussi à trouver pas mal de cas, et ça me donne à penser que tous les cas de figure sont possibles. Il y a des villes où CGT et CGTU cohabitent sans s'adresser la parole, mais cohabitent sans... Il y a des villes où ils cohabitent et où il advient qu'une ou deux initiatives communes soient prises. Il y a des villes où celui des deux syndicats qui est majoritaire exclut l'autre. Les deux cas de figure sont possibles. Hein. À Saint-Étienne, c'est la CGTU qui exclut la CGT. Et alors là, en fonction, s'il y a adéquation entre la municipalité, enfin, si c'est une municipalité communiste après 1920 et la CGTU majoritaire, la CGT n'obtient pas de local de substitution. Si c'est la CGTU qui est majoritaire Saint-Étienne, mais que les socialistes sont majoritaires à la municipalité, ils donnent d'autres locaux
à la CGT. Il y a autant de cas de figure, je ne dirais pas qu'il y a autant de cas de figure que de villes, mais enfin, il y a personne n'avait prévu ça du point de vue des locaux, et donc, par exemple, à Bordeaux, la CGT et la CGTU obtiennent l'une et l'autre des locaux qui ont une certaine tenue, ce qui fait que quand il y aura la réunification, on aura une CGT qui disposera de locaux en abondance parce qu'elle récupère les anciens locaux CGT, enfin municipaux, mais municipaux CGT, municipaux CGTU, et ça fait là un patrimoine qui est assez intéressant. Bon, par-delà ce que je suis en train de vous dire, on voit coexister à partir des années 20 une diversité de locaux. Ça répond un petit peu à l'émergence de solutions que j'avais évoquées, mais qui n'étaient pas mises en œuvre. Bon, il y a la volonté réaffirmée d'organisations de plus en plus nombreuses, dans des villes de plus en plus nombreuses, être chez soi. Je voulais appeler le livre Chez nous, l'éditeur m'a dit en ce moment, je ne suis pas sûr que ce soit un bon titre, il avait raison, hein, donc, mais eux, ils n'arrêtent pas de le dire, et quand c'était coopérative, elle crée des restaurants qui s'appellent Chez nous, donc c'est bien bon. Il y a des choses qu'on ne peut plus utiliser en race campagne aujourd'hui. Mais donc être chez soi, et chez nous est quelque chose qui est dit en permanence, être chez soi aussi pour échapper aux mouches, les informateurs de la police, notamment dans les grandes villes, ces mouches qui viennent, qui permettent aux historiens de savoir un petit peu ce qui se dit à l'intérieur des murs. Alors, quelles sont ces alternatives? Bon, ces maisons du peuple, je vous l'ai dit, mais alors là, elles vont se construire, et alors dans les années 20, au début des années, enfin dans l'entre-deux-guerres, on trouve 4 types de maisons du peuple. C'est pareil, comme il n'y a pas de dispositif législatif, donc les mots sont des mots flous. Hein, il n'y a pas de cadre législatif, pas de cadre juridique. Donc les mots peuvent renvoyer à des tas de choses. Donc maison du peuple peut renvoyer à des coopératives socialistes créant ce qu'ils appellent maison du peuple. Je vais donner le cas de Lille, qui est précoce. Les coopératives jurassiennes, qui sont une école de coopératives bien particulière, qui créent leur maison du peuple, sans rapport avec le Parti socialiste, mais qui peuvent, le cas échéant, accueillir dans leur mur d'autres associations, dont éventuellement les partis. Des syndicats qui créent leurs coopératives pour que les coopératives puissent créer leur maison du peuple. Là, il y en a un certain nombre. La Bretagne vient à bout de ces tentatives. Là, donc on a un patrimoine assez important en Bretagne de ce point de vue-là. Des municipalités qui, au lieu de construire une maison, au lieu de construire ce qu'elles pourraient appeler, pour du travail, construisent ce qu'elles appellent une maison du peuple. Vous voyez que, et souvent, à Rennes, en font don en toute propriété à la CGT. C'est le cas aussi à Limoges, Limoges étant le seul de ces édifices où on a un marquage CGT sur les vitraux à l'intérieur, sur le sol, dans les mosaïques et sur le portail. C'est un cas unique parce que là, il y a une coïncidence, je dirais, de coloration et d'aspiration de la municipalité et des syndicats. Et puis beaucoup de tentatives inabouties, parce que, je répète, il faut de l'argent, même si le travail est bénévole. Et on voit la CGT de temps en temps tente des tombolas ou des initiatives nationales pour aider telle ou telle maison du peuple. Alors, pour une où ça marche, il y en a 12 où ils n'arrivent pas à avoir d'argent. On crée des fêtes, enfin on fait ce qu'on peut, mais pourquoi est-ce qu'ils ont, certains ont réussi? C'est ceux qui s'y sont pris très tôt parce que après la guerre, il y a l'inflation, vous le savez, donc l'inflation leur permet d'emprunter et de rembourser pour pas cher. Et puis, souvent, ces maisons du peuple sont construites sur des terrains militaires désaffectés. Ils récupèrent aussi du matériel bombardé. Donc, il faut de la bonne récupération de tout ce qui est... Et celles qu'on réussit dans les années 20, c'est en ayant une gestion de bons pères de famille, comme on dit, à partir des contingences de l'heure. Bon, il n'en demeure pas moins que ces nouvelles bourses restent minoritaires et qu'il va y avoir du réemploi. Non, ça va, Alors, il y a un intérêt rénové des municipalités. Les syndicats ils continuent à vouloir des bourses, mais il y a un intérêt renouvelé des municipalités. Pourquoi? Parce qu'en 1919, il y a le vote de la loi d'Astier, relative à l'enseignement technique,
qui rend obligatoire l'existence de cours professionnels dans chaque commune. Et alors évidemment, ça peut être très intéressant pour des municipalités d'avoir des bourses qui disposent des moyens de dispenser un enseignement professionnel conforme aux besoins professionnels locaux. C'est le cas à Toulouse, c'est le cas à Limoges. Donc ça contribue à ce que de nouvelles bourses se mettent en place. Il y a des raisons politiques. Je rappelle que pendant la guerre, Union Sacrée, Jouot s'est réclamé de la politique de présence et qu'il souhaiterait, au sortir de la guerre, perpétuer cette politique de présence, ce qui amène la CGT en 1924 à soutenir les listes de cartel des gauches, c'est-à-dire des radicaux, soutenus par les socialistes. Jouot écrit, 1924, « En restant sur le terrain économique, constituant une organisation capable d'avoir une influence dans le cours de la consultation nationale. » Oui, c'est ça, que les bourses, excusez-moi, en restant sur le terrain économique, constituent une organisation capable d'avoir une influence sur le cours de la consultation nationale. Et effectivement, ça vaut pour les bourses à majorité CGT, plus que pour celles, et pas pour celles de la CGTU. Les bourses participent à un certain nombre de commissions municipales. J'ai réussi, grâce au dictionnaire Métron, à croiser le nom des secrétaires. Enfin, j'ai croisé dans le Métron les secrétaires de bourse et maires. Hein. Il y en a pas mal. Je ne me rappelle plus le nom, mais je le donne dans le bouquin. Il y a pas mal de secrétaires de bourse qui deviennent des maires ou d'élus qui deviennent des secrétaires. Donc il y a une porosité entre les cultures municipales. C'est le politique, je dirais pas la politique, hein, et la culture syndicale qui s'opère à cette échelle-là. Ce qui expliquera d'ailleurs qu'en 1935, au moment de la réunification CGT-CGTU, les deux confédérations s'accordent sur le non-cumul des mandats politiques et syndicaux, mais que ça exclut les mandats municipaux, parce qu'on est dans un autre rapport à la politique à cette échelle locale. Alors, ces municipalités, ça a un petit peu changé compte tenu de mutations nationales. Ce sont des municipalités socialistes qui viennent dans les nouvelles bourses, hein, dans les nouvelles. Donc dans les nouvelles, les municipalités socialistes viennent en tête, suivies par les radicaux, suivies par les communistes, parce qu'il y a très peu de municipalités communistes, donc ça explique qu'ils soient en troisième position, parce qu'ils ne sont pas beaucoup de toute façon, et suivies par des divers gauches, c'est-à-dire ceux qu'on appelait républicains avant 14, mais c'est à peu près les mêmes. Et ils continuent on continue à avoir cette double construction ou réemploi. Le réemploi, il y a moins de couvents, moins d'églises, hein, parce qu'on a déjà donné, mais il peut y en avoir encore. Par exemple, à Lille, en 1927, la bourse s'installe dans une cathédrale, enfin, pas désaffectée, mais qui n'est plus, je ne sais plus comment dire, enfin, qui n'est plus dévolue au culte, ce qui permet à Jouot de faire de très beaux discours où il compare les bourses et les cathédrales, et alors on le retrouve, oui, il ne faut pas que ça va. Il y a un beau film dont je vous conseille, il est sur le site de Ciné-Archives, s'appelle Les Bâtisseurs. C'est un film qui est commandé par la Fédération du bâtiment en 1937. C'est des ex-unitaires hein, qui sont... Alors ça commence par un plan sans fin sur la cathédrale de Chartres, un plan séquence, hein, très long. On se rapproche des tours de la cathédrale de Chartres, et puis la caméra se focalise sur deux ouvriers. Ils sont en train de restaurer une tour. Le générique nous dit que c'est des ouvriers chômeurs qui jouent leur rôle. Il y en a un qui dit dis donc, hein, alors c'est des titis parisiens. Hein, quand tu penses que c'est des gars comme nous qu'on construit ça, il y a, je sais pas moi, 500 ans. Puis tout ça pour les curés. Et alors l'autre il dit ouais, ben tu sais, à l'époque, les cathédrales c'était pas comme maintenant, c'était comme qui dirait des maisons du peuple. Alors il dit pas des bourses du travail, mais on a la religiosité du lieu, on la trouve. Et on la trouve y compris dans un film où, je répète, c'est les unitaires, hein, c'est les ex-unitaires, c'est pas les ex-confédérés. Bon. Et puis, ce qu'il y a de nouveau, c'est un nombre important de constructions de ce que j'appelle des bâtiments ad hoc, et qui sont de véritables palais municipaux. Je
disais tout à l'heure, il n'y a pas de temps, il y a une multiplicité, il n'y a pas le temps des mairies, il y a le temps des écoles, mais il n'y a pas le temps des bourses. Là, il y a dans certaines régions plus que d'autres un temps des bourses qui sont c'est des bâtiments art déco qui sont aujourd'hui classés pour beaucoup d'entre eux. Alors, pour une part, ça participe des grands travaux municipaux en réponse à la crise économique. Mais enfin, il y avait d'autres. C'est quand même un choix. Ça participe du municipalisme qui va marquer un certain nombre de radicaux et de socialistes à Bordeaux. Alors, quelques exemples. Bordeaux et toute la région bordelaise, il y a de très belles constructions. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, Lyon, excusez-moi. Bordeaux, Villeurbanne, Calais, enfin, il y en a d'autres. Ça s'accompagne souvent de redéfinition urbanistique. Par exemple, la Bourse de Lyon, qui est un chef-d'œuvre art déco, est dans un quartier art déco qui est complètement remodelé à ce moment-là. Et alors, quand je parlais de municipalisme, si vous la connaissez, mais si vous ne la connaissez pas, vous regarderez sur Internet. Je n'ai pas pris de photos, ça prend trop de temps, hein, mais vous les trouvez sur Internet. Il y a, puis je l'ai même mis dans le bouquin, il y a une très belle, une grande fresque à l'extérieur de la Bourse de Lyon, oui, de Lyon. Je n'arrête pas de dire Bordeaux, mais c'est de Lyon dont je parle. C'est le monde du travail, mais alors c'est un monde du travail qui n'est plus le monde des métiers que j'évoquais tout à l'heure. Hein. Il y a certes des travailleurs, mais il y a l'ingénieur, il y a le technicien, enfin la physionomie du monde du travail qui est représentée n'est plus la même. C'est une France modernisée ou en voie de modernisation. Et au milieu de ce monde du travail en voie de modernisation, qui voit-on? Herriot en personne, qui fume sa pipe. Il est vivant, hein, c'est de son vivant. Alors on a un deuxième exemple, c'est à Rennes où le maire a fait don de la Maison du Peuple au syndicat. Et après sa mort, il y a une très belle fresque dans une salle qui est aujourd'hui une salle municipale qui s'appelle Salle de la Cité, mais qui montre des bâtisseurs. Et au milieu, le maire qui était un ouvrier, enfin un petit patron du bâtiment, mais c'est post-mortem, c'est pas tout à fait la même chose. Hein, mais là, que le maire qui se met en scène à l'extérieur de son vivant, c'est quand même, ça dit quelque chose, quoi. Alors là, il y a un temps des bourses. Hein, il y a un temps des bourses qui sont vraiment de belles choses, de beaux bâtiments, avec un marquage extérieur important, qui n'est pas un marquage syndical, mais qui exalte la dignité du travail et des métiers. Mais des nouveaux métiers, c'est vraiment la dignité du travail. Alors, remise en cause. Ça devrait être, je ne sais plus où j'en suis, mais c'est de la fin. Bon, vous comprenez bien de ce que je viens, enfin j'espère que vous avez bien compris, mais vous le saviez déjà, que les bourses du travail, l'émergence des bourses du travail a été contemporaine d'un moment de l'histoire du syndicalisme et d'un moment de l'histoire du travail et d'un moment de l'histoire municipale, je dirais. Et que ces trois éléments, le travail, les appartenances municipales et le syndicat ont connu des évolutions, des bouleversements qui ne peuvent pas ne pas avoir des répercussions sur ces bâtiments qui s'ancrent dans une histoire antérieure à la constitution de la CGT, pour beaucoup d'entre elles. Bon, les scissions successives, qui se sont démultipliées après 1947 et au-delà, enfin, qui n'en finissent plus, avec des besoins démultipliés, avec aujourd'hui les phénomènes de déserts syndicaux qui assignent à ce type de bâtiment des besoins nouveaux. J'y reviendrai. C'est à la fois des phénomènes de désyndicalisation depuis les années 70, mais en même temps des besoins de type nouveau qui sont des besoins souvent urgents. Une géographie économique et une géographie industrielle qui s'est modifiée. La maison des mineurs de Lens est devenue un musée. Il n'y a plus de mine. Hein. Bon, elle est classée, mais elle est classée comme appartenant au patrimoine de la zone minière, mais c'est devenu un musée. De la mine, certes, mais quand même. Ces phénomènes de glissement des industries du centre où elles étaient cantonnées avant 14 et même encore dans les années 20 vers les périphéries, il y a peu il y a une réflexion de la CGT sur le syndicalisme sur les sites industriels qui réunissent quantité de professions, donc qui ne correspondent pas ni au découpage des fédérations, ni au découpage local. Et
multiples professions qui travaillent sur la zone industrielle de Roissy ont obtenu, il y a 4 ou 5 ans, de Aéroport de Paris, la construction d'une bourse qui est financée par Aéroport de Paris. Bon, c'est quelque chose de tout à fait inédit par rapport à tout ce que je vous ai dit, qui s'appelle le Mozart, M-O-S-Z-A-R, maison de la zone portuaire, enfin, la zone aéroportée, je l'oublie toujours. Et puis les renversements de majorité politique au sein de municipalités, ça a quand même été un phénomène des vieilles municipalités radicales socialistes et communistes. Il y avait quand même c'était pas toutes les municipalités radicales, mais enfin, il y avait un ancrage politique qui était quand même bien particulier. Et vous savez comme moi qu'il a été bien souvent mis à mal. Alors, ces mutations se déploient alors que les différentes séquences des grands acquis sociaux qu'a connus notre pays n'ont pas été l'occasion de transformer cette potentialité qu'étaient les bourses du travail. Les bourses du travail n'étaient jamais qu'une potentialité, en une obligation. Et tout au contraire, on a des facteurs contre-intuitifs. 1936, oui, mais croissance des effectifs syndicaux, donc croissance des finances syndicales, donc acquisition par de nombreuses fédérations et par de nombreux syndicats de locaux en propre. Si on a des locaux en propre, on a les locaux interprofessionnels, on en a moins besoin. En tout cas, le rapport aux locaux interprofessionnels n'est plus de même nature. 1936, diversification des fonctions culturelles et de la multiplicité des associations et des fonctions culturelles remplies par les municipalités. Donc ça se passe ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'un certain nombre de choses qui se passaient là se passent ailleurs. 45, oui, bien sûr. Comité d'entreprise, mise en place des centres de formation professionnelle, sécurité sociale. Un peu plus tard, maison de la culture, c'est-à-dire là encore, l'État social, et c'est une excellente chose évidemment, l'État social prend en charge toute une série de fonctions que les bourses du travail avaient dû remplir faute d'un État social. En 1945, la Confédération demande qu'il y ait une obligation de construction avec financement public de bourse du travail ou de maison du peuple. Je suis en train de travailler là sur les cahiers de doléances des États généraux de la Renaissance française de 1945, organisés par le CNR. Beaucoup de cahiers demandent la construction de bourse du travail ou de maison du peuple. On trouve les deux mots là encore. Mais il y avait un camarade qui disait pourquoi ils ne l'ont pas fait. J'ai l'impression qu'on est dans un moment court où les réformes se mettent en œuvre nationalement. Et donc, cette ampleur des réformes nationales a sans doute, non pas nuit, mais amené à ne pas prendre immédiatement en compte, puis après il était trop tard, je dirais, des revendications qui étaient des revendications à l'échelle municipale et qui ne correspondaient pas à toutes les municipalités. Enfin, quelque chose n'a pas eu lieu, parce que ça se passait, là encore, ailleurs et autrement, pour le bien de l'État social, je le répète, mais effectivement, ça n'est pas devenu une obligation. Bon, il faut que j'accélère, mais ça va aller. Bon, alors il faut attendre 1970 pour qu'à Paris, un décret, mais c'est un décret, c'est pas, confère à la Bourse du travail de Paris et à elle seule un statut d'établissement public à caractère municipal doté de personnalité morale. Le Conseil d'État confirmant son statut de service public à caractère administratif. Ça demeure une exception. C'est un statut, mais ça demeure une exception. C'est un décret, ce n'est pas une loi. C'est un décret pour la Bourse de Paris. Alors qu'à partir des années 70, à partir de l'entrée en crise, je le disais, des besoins d'une autre nature s'affirment. Un récent CCN de la CGT a travaillé sur les UL et leurs fonctions et mettait en avant le fait que la fonction majeure des UL, de la CGT en tout cas, aujourd'hui, c'est la fonction juridique
en particulier à destination des non-syndiqués et puis des syndiqués isolés, donc pour qui l'union locale est le seul endroit où un conseil et une aide peut être apportée. En 2013, dans ce contexte redéfini qui est le nôtre, un rapport de l'Inspection générale de l'action sociale préconisait la mise en place d'un dispositif législatif, cette fois-ci, obligeant les collectivités locales à mettre gratuitement des locaux à disposition des syndicats, sans aucun effet, sinon ça se saurait. Et donc, les bourses du travail. Alors, les maisons du peuple, elles ont, je n'en ai pas parlé, mais elles ont souvent dépéri parce que ça ne correspondait plus à des. Et elles ont souvent été rachetées par les municipalités relativement tôt, hein, en devenant des salles municipales. Donc, je les laisse de côté. Les bourses du travail, quand elles existent encore, sont régies par des conventions d'occupation qui peuvent évidemment être mises en place à chaque fois qu'on renégocie la convention. En 2017, une sénatrice socialiste interpelle le ministère de l'économie et des finances pour demander à son tour et au nom des syndicats, etc. etc. C'est une secrétaire d'État qui lui répond, qui dit bah oui, il y a eu le rapport de l'IGAS, on sait bien, ça n'a pas été suivi des faits, faites au mieux, quoi. Enfin, c'est bon. Fin de non-recevoir poli. Alors, non seulement ces bourses ne sont pas devenues des obligations, mais on a affaire, et vous en êtes les victimes, à des remises en cause. Alors, des remises en cause, certes, des locaux, je l'ai dit, inadaptés, délabrés. J'ai essayé avec la presse régionale, j'ai essayé de trouver, j'ai vu plus d'une dizaine de bourses où il y avait eu des incendies, des éboulements, voire des effondrements totaux dans les années 50-60, quoi. C'était pas... mais qui peuvent être le prétexte A. Alors, face à ces besoins nouveaux, face à l'existence, à la démultiplication des organisations, qui amène d'ailleurs à glisser du nom de bourse du travail à maison des syndicats quand on crée de nouveaux locaux, face à le délabrement de certains locaux, deux types de réponses possibles. Certaines municipalités ont construit, années 80 et jusqu'à aujourd'hui, des constructions nouvelles où on procédait à des réemplois absolument adaptés, je vais donner des exemples, conformes aux besoins. Bon, il s'agit de municipalités socialistes ou communistes, exclusivement. Communistes, département du 93 à l'époque où il était communiste, Saint-Denis à l'époque où il était communiste, avec la création de bourses qui sont construites à des architectes de premier plan, puisqu'il s'agit des meilleurs, ou de Raoul Castro, de Castro qui n'est pas Raoul bien sûr, ou à Lille et Nantes, réappropriation de bâtiments industriels promus à destruction et qui sont réhabilités pour loger l'ensemble des syndicats, ça devient maison des syndicats. C'est pas la bourse qui a pris une brasserie, hein, c'est le bâtiment qui abritait des industries qui certes ont disparu, mais qui portent encore la grandeur de l'industrie en logeant les syndicats. C'est pas tout à fait le même type de réemploi. C'est le cas des usines Fivelil Babcock à Lille, dans une rue qui s'appelle en plus rue de l'usine, dans ce qui est un écoquartier. Et puis à Nantes, c'est le cas de l'ancienne gare dans l'île, avec des réalisations superbes et adaptées, parce qu'évidemment, c'est remanié à l'intérieur pour en faire des bureaux adaptés. Ailleurs, c'est moins prestigieux, mais ça se fait avec négociation préalable des différents syndicats et donc avec l'accord des différents syndicats. Avec ce glissement de terme, hein, maison des syndicats, puisque maintenant on a la pluralité, enfin on a la multiplicité des syndicats, c'est syndicats et associations. J'ai vu en passant la nouvelle bourse, enfin le nouveau bâtiment qui abrite les syndicats, c'est syndicats et associations. Quelquefois associations tout court, et alors là ça pose un problème parce que les syndicats ne sont pas une association comme les autres. Mais là encore, il y a beaucoup de cas de figure puisqu'il n'y a pas de loi, donc chacun vit un peu sa vie. Mais il y a aussi des remises en question telles que celles que vous avez connues, et j'en aurais fini avec deux mots, qui participent de deux phénomènes. D'abord un phénomène, les villes touchées par
la désindustrialisation, et la vôtre en est évidemment un cruel exemple, ont participé de cette volonté de substituer ce que Fourquet appelle la mise en tourisme à l'industrialisation, d'obtenir le label Ville et pays d'art et d'histoire, ce qui supposait de mettre en valeur le patrimoine ad hoc. Et alors évidemment, on cherche du patrimoine à mettre en valeur. Or, quand on prend la base Mérimée, qui est la base qui recense les monuments, les bâtiments qui sont classés monuments historiques, ils sont là et on peut sur Internet, par type de bâtiment, on peut les récupérer assez vite. Donc dans la base Mérimée, j'ai récupéré 42 bourses du travail, maison du peuple ou palais du travail, en intégrant Narbonne, qui était un palais municipal, mais enfin, je l'intègre quand même. Donc 42, dans les 42, 27 bourses du travail, et ça couvre, c'est une coupe formidable dans l'architecture depuis le XVIe siècle jusqu'à l'architecture du XXe siècle, avec Niemeyer et Castro. Donc on a un patrimoine architectural, parce que 13 d'entre elles, c'est de l'architecture antérieure, Arles, Châtellerault, mais beaucoup, c'est ces constructions ad hoc que j'évoquais, Bordeaux, Lyon, Bobigny, Saint-Denis, qui sont classées. 13 maisons du peuple et 2 palais du travail. Donc il y avait évidemment un patrimoine tentant pour des maires qui voulaient réhabiliter, réaménager, avec donc de la part de certains maires une volonté de requalification culturelle, supposant des restaurations lourdes. Je prends quelques exemples, mais il y en a beaucoup d'autres. Le maire de Chartres dit il parle de sa bourse à Chartres, et il dit il faut en faire un local, il faut que les bourses deviennent des centres d'attraction. Alors c'est attraction au sens large, certes. Alors à Bayonne, ça devient un espace d'art contemporain, Charleville-Mézières, le musée Rimbaud, Roubaix, le théâtre Pierre de Roubaix. À Lyon, la salle devient une salle municipale de spectacle, mais les syndicats concernent un droit de préemption quand ils vont faire des meetings, mais il y en a beaucoup d'autres. Ça peut être évidemment des objectifs plus bas et plus spéculatifs, dont les Trois Brasseurs sont évidemment un exemple. À Marseille, de volonté du maire d'en faire un hôtel de luxe. C'est un très beau bâtiment, là aussi, Art déco. Mais ces bâtiments tombent en ruine. Ils sont classés, mais ils tombent. C'est pas parce qu'ils sont classés qu'ils tombent en ruine. Enfin, Bordeaux étant grand, Bordeaux, on ne peut plus rentrer. Marseille, il paraît que c'est pareil, j'y ai pas été. Enfin, on pleure quand on y va. Alors, parfois, ils prennent prétexte des travaux pour fermer la bourse un moment, puis ils ne rendent plus la clé. Ça a été le cas à Nice. Bon. Et puis, alors, évidemment, s'ajoutent à cet objectif des objectifs qui peuvent être plus directement politiques, qui peuvent se lier, les deux. Qui est le refus d'avoir des syndicats ayant pignon sur rue sur la place, lors de tournants qui amènent certaines municipalités qui ont été de gauche, toute coloration pendant plus d'un siècle, et qui passent à droite ou à l'extrême droite. Je m'arrête là, et j'avais encore des choses à dire, mais je préfère vous laisser la parole dans le temps qui nous reste. On lève le doigt bien haut. Merci. Madame, est-ce qu'on peut comprendre, après les explications que vous avez données, qu'il y avait en quelque sorte 2 destinations et 2 visions de la bourse du travail? Alors, la première vision, vous l'avez expliqué avec l'élaboration pour la bourse de Paris, et vous avez rappelé certaines intentions, alors notamment celle qui parle de réconcilier la République et le travail. Là, je ne sais pas concrètement ce que ça veut dire, mais d'autres sont plus significatives, il me semble. C'est l'objectif de pacification sociale et liberté du contrat. Alors, quand on sait comment se passe un contrat entre le patronat et l'ouvrier,
compte tenu du rapport de force qui existe pour chaque ouvrier qui va se faire embaucher, je veux dire, la liberté du contrat, ça ne veut rien dire. C'est quelque chose exclusivement destiné pour le confort, en quelque sorte, de l'embauche et du patronat. Et alors après, il y aurait, je crois qu'il y avait encore autre chose, enfin bon, peu importe. Après, il y aurait la seconde vision, et là, vous l'avez évoqué aussi, c'est celle de Ferdinand Pelloutier, qui, je crois, était un socialiste révolutionnaire, et vous l'avez rappelé aussi, il parlait dans ce cas-là d'émancipation des travailleurs, d'éducation populaire, enfin vraiment une vision révolutionnaire de l'objectif de la bourse du travail. Alors, et on voit bien d'ailleurs dans la continuité, vous avez aussi rappelé que pour certains, ils voulaient que ce soit d'utilité publique, mais à juste titre craignaient l'emprise de l'État, et les autres qui voulaient faire des bourses du travail simplement un bâtiment d'embauche. Voilà. Pardon d'avoir été... Alors, j'ai cité ces éléments pour que vous les entendiez comme vous les avez entendus, bien évidemment. Donc, je dirais, deux destinations, non. Les uns et les autres souhaitent qu'il existe un bâtiment qui soit destiné aux chambres syndicales devenues des syndicats, qu'ils soient ou non adhérents à la CGT, à condition qu'ils s'occupent de leurs affaires. La destination, c'est un bâtiment abritant des syndicats. Deux visions, absolument. Deux visions. Il y a une... mais de vision, il y en a une qui émane des radicaux, qui sont les radicaux de cette République naissante, la France des petits, comme on l'appelle, une France des petits propriétaires, qui ne sont pas du tout... donc je ne peux qu'être d'accord avec vous, mais leur conception, c'est qu'on peut sentir... C'est effectivement, c'est ce... Attention, réconcilier la République et le travail, c'est Jouot et c'est 37. J'aime bien cette formule, mais évidemment, c'est pas du tout les radicaux, ça. Mais c'est même pas capital travail, parce que capital, c'est pas un mot des radicaux, quoi. C'est le monde du travail dans lequel les uns ont leur force de travail, les autres ont le petit atelier. C'est le petit atelier, le petit champ, la petite. C'est le monde des petits. Et les syndicalistes révolutionnaires et les libertaires, ils voient dans l'organisation syndicale qu'ils appellent fédération, qu'ils appellent bourse du travail initialement, ils y voient la possibilité d'une émancipation ouvrière, notamment la dimension de la culture et la dimension de l'éducation, qu'on trouve aussi dans les premiers mai, est extrêmement forte comme facteur d'émancipation. Étant entendu que c'est quand même plus utile d'avoir un toit que de ne pas en avoir. Voilà. Et c'est en ça qu'ils demandent à avoir des bourses, mais ils demandent à ce qu'on leur foute la paix. Et comme on ne leur fout pas la paix, on les met à la porte. Il y a des tensions. Je suis totalement d'accord avec votre analyse. Mais je dirais une seule destination, c'est-à-dire un bâtiment avec deux visions pour le bâtiment. Y a-t-il d'autres questions? Sur l'activité de placement, je connais mal cette activité, donc apparemment elle était constitutive des bons du travail à la fin du XIXe siècle. Et cette activité, elle a perdu son sens au XXe siècle, je pense. Si vous pouviez nous en dire un peu plus, à quel moment est-ce que c'est remplacé par... Oui, ça devient une fonction municipale, oui. Et après une fonction d'État. Enfin, c'est Pôle emploi. Hein. C'est Pôle emploi avant l'heure, à part, je rappelle que le Front populaire avait prévu... Enfin, je rappelle que les allocations chômage n'ont pas été mises en place en 1945, parce qu'il y avait un manque de main-d'œuvre en 1945. Ce n'est pas le chômage au sens où nous l'entendons, c'est le fait les travailleurs vont à l'embauche chaque jour. Il n'y a pas de mensualisation à l'époque, enfin avant 1914. Hein. Donc les travailleurs, et notamment tout le secteur du bâtiment, c'est pas vrai pour tous les métiers, hein, mais tous les travailleurs du bâtiment en particulier, les terrassiers en particulier, sont embauchés à la journée. Mais
Le matin, moi, je pars de chez moi, Paris 20e, pour aller à Aubervilliers. Je traverse tous les entrepôts, où il y a les entrepôts chinois et autres. Il y a tôt le matin des queues. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça ressemble bien à de l'embauche sur la place de Grève, hein, bien que ce soit totalement illégal. Donc, ils attendaient sur la place que c'est des petits patrons, hein, ayant besoin de trois couvreurs, 2 ouvriers, voire un ouvrier boulanger, viennent, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est susceptible d'eux, et ils négociaient la rémunération pour la journée ou quelquefois pour 2 ou pour 3 jours. Avec les bourses qui vont mettre en place, alors c'est très inégal, elles n'ont pas toutes la même force, hein, mais disons que les bourses qui ont une certaine assise, parce qu'elles sont bien soutenues par les municipalités, je pense effectivement à Toulouse ou à Limoges, mettent en place des travaux d'études pour savoir où il y a des besoins, hein, donc elles font savoir qu'il y a de l'embauche possible à tel et tel endroit, donc il y a des listes qui sont fournies par les bourses pour savoir où on peut aller s'embaucher. On cesse d'attendre le travail et on va là où il y a de l'emploi, avec d'ailleurs, et là on est dans la tradition du compagnonnage, il y a celles des bourses qui sont importantes, mettent en place je dirais, le clos et le couvert pour ceux des ouvriers qui vont d'une ville à l'autre pour trouver de l'emploi. Encore une fois, on est dans une phase où c'est pas du travail salarié et mensualisé. Donc c'est un certain nombre de bourses qui vont remplir cette fonction, puis ensuite ça devient une fonction publique. Et ça fait partie justement de ces éléments qui, évidemment, je ne le déplore pas, passent au public, mais qui par là même amènent les bourses à devoir redéfinir les modalités premières. Alors, dans la bourse de Paris, au sous-sol, il y a une petite salle, on va pas expliquer ça, qui s'appelle la salle de la petite grève. Et quand je lis l'Humanité dans l'entre-deux-guerres, et on dit la salle de la grève, et c'est clair que les journalistes de l'Humanité dans les années 20 ne savent plus quelle est, c'est la salle de la grève, la salle où on discute de la grève, ou la salle où on commémore une grève, mais l'origine, c'était la salle où ceux qui cherchaient le travail se réunissaient dans la Bourse de Paris pour savoir sur quel chantier il y avait de l'embauche. Non, il faut un travail de terrain, hein. C'est des lieux très pragmatiques. On disait émancipation tout à l'heure, mais c'est pas des mots Pelloutier a écrit, mais c'est pas assez. Encore une fois, même s'il il veut développer, il appelle à développer une pratique qui permettra l'émancipation, mais c'est très matter of fact, que ce soit pour l'enseignement professionnel, ou que ce soit pour. Et puis ces bourses sont également des bibliothèques, et c'est dans ces bibliothèques. On a Victor Hugo, hein, on a les grands romans qui ont fait la France, mais on a de la documentation économique. Donc c'est des lieux de formation. Et pendant la guerre, elles ont eu une fonction? Elles ont été réquisitionnées? Alors ça dépend desquelles. Pendant la Première Guerre, il y en a qui sont bombardés, il y en a qui sont réquisitionnés. Par exemple, à Paris, ça s'appelle pas une association, enfin le collectif qui se met en place, le collectif d'Union Sacrée qui se met en place, et dans lequel participe d'ailleurs Jouot en matière d'aide sociale, s'installe dans la maison des syndicats. Donc ça vaut pour certaines villes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, certaines ont été réquisitionnées par les Allemands, certaines ont été réquisitionnées pour loger la gendarmerie. Donc elles ont eu... certaines sont restées ouvertes. Mais la résistance non, et j'ai trouvé des traces qu'il y avait des imprimeries, hein, donc, mais comme beaucoup d'endroits, les bourses du travail ont pu être à la fois des lieux qui étaient récupérés par l'adversaire, mais où des formes de résistance souterraines pouvaient se mettre en place, et notamment l'existence d'imprimeries. Enfin, des bourses ont vraisemblablement participé à l'édition de la presse clandestine ou de tracts clandestins. Mais là encore, c'est les limites du travail que j'ai fait, hein. Je veux dire, le travail que j'ai fait, je l'ai fait en m'appuyant sur les dizaines de monographies qui ont été faites par des IHS, par des historiens, dont beaucoup étaient en ligne, quelquefois qui étaient le fait de syndicats d'initiative ou de mairies qui mettent en valeur un patrimoine.
pour essayer de trouver une chronologie nationale et de voir comment les difficultés locales participent quand même de tendances lourdes. Mais il est évident que par ailleurs, il faudrait mener sur chacune de ces bourses le travail que Michel a mené sur 3. Bon, étant entendu, vous remarquez que j'ai trouvé 63 maires. Et il y a des bourses sur lesquelles je ne sais rien à part qu'elles ont existé. J'ai des adresses. J'ai tendance à penser que quand je n'ai jamais rien trouvé d'autre, pour l'entre-deux-guerres, comme c'est sur Gallica, j'ai lu systématiquement l'Humanité, le Peuple. C'est très facile avec Gallica, vous prenez Maison du Peuple et Bourse du Travail, et à chaque fois que ça apparaît, vous tombez sur la bonne page. Hein, donc c'est plus l'aiguille dans la meule de foin, ça se fait facilement. Donc, mais quand je n'ai trouvé aucune indication, j'ai tendance à penser, c'est pour une bonne majorité quand même, ils étaient dans des locaux point, quoi, les bourses n'ont pas nécessairement été installées dans des locaux qui avaient une certaine ampleur, une certaine tenue, et elles ont pour beaucoup été affectées d'un nomadisme fréquent. Donc, il faut travailler localement après. Il faut faire un aller-retour entre les deux, quoi. Autre question. Sinon, nous allons nous quitter amicalement, fraternellement.